Voulez-vous connaître la vérité? Cherchons-la, ensemble, avec le maximum de conscience. Je vais aujourd'hui vous parler d'un cas que j'ai eu l'occasion de traiter il y a quelque temps de cela. Une de mes consultantes me dit, catastrophée, Philippe, la personne que je fréquente depuis à peu près 6 mois, m'a demandé de l'amener voir sa mère à près de 500 km de là, alors que nous devions passer le week-end ensemble en amoureux. Alors, évidemment, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est que, en fait, cette femme fréquente cet homme depuis, en effet, à peu près 6 mois. Elle le voit de temps en temps. Et depuis le début de cette fréquentation, eh bien, cet homme a eu maintes fois l'occasion de lui demander des petits services de ci, de là, et bien souvent, donc, de revenir sur, finalement, certaines décisions qu'ils avaient prises ensemble, par exemple de passer un moment ensemble. Je veux dire que le programme qui était décidé était assez souvent compromis par des besoins irrésistibles de satisfaire certains besoins. Et bien sûr, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ma consultante, elle, femme vraiment, on va dire, respectueuse des autres, pas envahissante, une femme vraiment qui fait en sorte d'entretenir des relations agréables avec les autres, se trouvait à maintes reprises donc dans la situation de rendre service à cet homme pour diverses occasions. Alors bien sûr, quand elle m'a appelé pour ce sujet, c'était déjà la énième fois qu'elle avait... Et donc elle se trouvait en train donc d'avoir, alors qu'elle travaille dur dans la semaine, qu'elle se trouve vraiment pas à rouler sur l'or. Et donc se trouvait donc en train de vouloir en quelque sorte passer du bon temps avec l'homme qu'elle aime, eh bien cet homme, tout d'un coup, se trouvait en train donc de vouloir qu'elle l'amène en voiture voir sa mère. Alors, bien sûr, cet homme n'a pas de voiture. Cet homme, je crois que vous l'avez compris, donc n'a pas de travail. En tout cas, ne cherche pas à trouver du travail et n'a pas, en tout cas, trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas reprendre le travail. Donc, il vit en quelque sorte depuis quelques années, donc avec des petites aides. En tout cas, il considère que finalement, il n'a pas besoin donc de travailler, etc. Bon, en fait, finalement, paraît-il qu'il s'était remis à retravailler. Bon, mais en tout cas, c'est un homme qui a l'habitude de satisfaire ses besoins. C'est un homme charmeur, un homme apparemment qui plaît et qui en quelque sorte donc a je dirais un comportement habituellement plutôt gentil, hein, sauf que si on ne satisfait pas certains de ses besoins, eh bien il se contrarie au point de lancer l'objet qu'il a dans la main par terre, en tout cas, des gestes quand même plus ou moins de violence. Et bien sûr des propos qui sont des fois particulièrement agressifs vis-à-vis de la personne aimée. Alors, évidemment, quelqu'un d'extérieur pourrait dire « mais
qu'est-ce que cette femme fait avec cet homme? Il lui a déjà fait le coup je ne sais pas combien de fois, pourquoi continue-t-elle à le fréquenter? Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, il faut voir le passé de cette personne, de cette femme. Alors, il se fait que elle a acquis depuis des années certains automatismes qui consistent à vouloir faire plaisir pour être tranquille, pour ne pas se retrouver seule, pour en quelque sorte ne pas contrarier d'une manière générale. Et donc, elle va trouver, on a beau lui expliquer que cet homme d'évidence a des habitudes qui ne sont pas favorables à la stabilité des relations, et en tout cas pour une relation respectueuse, eh bien cette personne pense toujours qu'elle va pouvoir changer l'autre. Elle pense qu'elle va pouvoir le changer, parce que quand on réfléchit bien, la raison la plus cohérente, c'est ça. C'est qu'en fait, elle espère que cet homme, qui a l'habitude de se comporter d'une certaine manière, va changer. Alors, comme je lui ai dit, mais vous, de votre côté, vous voyez bien que vous avez vous-même des habitudes. Vous avez vous-même un certain style de comportement qui ne vous est pas particulièrement favorable. Par exemple, le fait d'avoir l'habitude de vous laisser faire, d'avoir l'habitude d'accepter tout et n'importe quoi, d'avoir l'habitude justement de tomber dans ce piège qui consiste à accepter malgré tout l'éventualité que l'autre change. Mais et je lui dis, vous posez la question de savoir pourquoi cet homme continue à se comporter comme ça, alors qu'en fait, il y a eu déjà des clashs, et d'évidence qu'il a bien compris que vous ne supportiez pas ce genre d'attitude. Eh bien, c'est toujours irrésistiblement la même réponse. Oui, je pensais quand même qu'il allait tout de même comprendre que mes besoins, que d'évidence il allait se mettre à ne plus me faire ce genre de choses. C'est ça le gros problème, c'est que je lui dis, mais vous-même de votre côté, cela fait quelques années que vous cherchez à vous améliorer. Et pourtant, vous êtes, en quelque sorte, faites partie de ces personnes qui sont de bonne disposition et qui cherchaient vraiment à vous améliorer, à progresser. Regardez toutes les difficultés que vous avez eues. Regardez combien les automatismes, les mauvaises habitudes, les peurs que vous aviez, même si elles ont reculé, même si finalement vous avez fait d'énormes progrès, regardez le mal que vous avez eu, vous, déjà. Pourquoi voudriez-vous que cette personne que vous fréquentez depuis quelque temps change son comportement? La plupart des êtres humains sont dans des automatismes. Vous l'êtes, vous. C'est pas évident, mais vous arrivez à modifier, vous arrivez à changer les choses. Mais, là encore, eh bien, vous avez finalement cédé à ces nouvelles tentatives de rapprochement, puisque à chaque fois que vous vous disputez, à chaque fois qu'il y a un clash, eh bien, il revient vers vous, il continue à vous envoyer des textos, il continue à vous envoyer des petits messages. Et donc, du coup, à un moment donné, en quelque sorte, vous finissez par retenter, on va dire, une chance, mais il est évident que si vraiment vous regardez les choses en face, vous vous rendez compte que de toute manière, il y a 98% de probabilité qu'il recommence. Et c'est ce qu'il a fait encore, dernièrement. Donc, pourquoi continuer à espérer qu'il change, alors que vous avez pu voir le mal que nous avons tous à changer nos comportements? Donc, en fait, vous forcez. Vous voudriez, en quelque sorte, qu'il change, alors que vous-même, vous avez du mal à changer. Donc, abandonnez. Mais le problème, c'est que il y a des raisons beaucoup plus profondes au fait que vous continuez à fréquenter cet homme-là. C'est qu'en fait, vous cherchez à tout prix, par rapport à votre passé, donc à justifier, en quelque sorte, le fait que quelqu'un de néfaste
par exemple, un père ou une mère puisse finalement puisse changer, puisse finalement être quelqu'un de respectueux, de bon. Vos parents, si vous regardez bien, se sont probablement mal comportés avec vous. Mais vous pensez, finalement, maintenant que vous êtes adulte, vous pensez que finalement des personnes qui ressemblent plus ou moins à votre père ou à votre mère, vous pensez que ces personnes-là, eh bien, vont en quelque sorte vous prouver, vous réparer en quelque sorte que ces personnes finalement sont finalement des personnes fréquentables et bonnes. Le problème maintenant, c'est que regardez bien votre passé, regardez bien le comportement de vos parents. Eh bien, en effet, ce sont des parents qui vous ont, en effet, par moments, apporté de belles choses. Ils vous ont aidé, ils vous ont... mais aussi, en même temps, ils vous ont fait de sales coups. Ils se sont mal comportés avec vous. Il y a des choses que, quelque part, que vous avez désapprouvées de la part de vos parents. Et maintenant, vous voudriez que les personnes qui ressemblent à vos parents changent, se transforment, et finalement deviennent meilleures. En quelque sorte, vous essayez, à travers les relations que vous avez avec les autres, vous essayez de faire en sorte, en quelque sorte, de vous réparer, de faire la paix avec votre père ou avec votre mère. Mais vos parents, vous n'avez pas à faire la paix, ni à la guerre. Vos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. D'évidence, il y a des choses qui n'ont pas été. Eh bien, acceptez l'idée qu'en effet, vous n'avez pas eu un père, vous n'avez pas eu une mère à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Ils ont fait ce qu'ils ont pu. À vous maintenant, en toute conscience, justement, de ne pas reproduire, évidemment, les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, vous finissez par compenser. Autant eux, de leur côté, ils n'ont eu aucun respect pour vous par moment, autant vous avez trop de respect les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez les autres vous amener là où vous voulez, où ils veulent plutôt, excusez-moi. Et donc, vous voudriez que les choses changent, mais en fait, vous forcez. Vous essayez de créer des événements qui ne sont pas vraiment réalisables facilement. Commencez déjà à vous transformer vous-même. Si déjà vous arrivez à vous transformer vous-même, là, vous pourrez vous dire, j'ai peut-être une chance de pouvoir arriver à modifier les choses à l'extérieur. Mais commencez donc à vous transformer. En fait, cette personne est dans des automatismes, comme la plupart des personnes dépendantes. Et Dieu sait combien la plupart des êtres humains sont finalement dépendants d'automatismes, dépendants de leur passé. Et donc, il y a une sorte d'une dépendance psychique. Comme par hasard, cette personne, cette consultante, a eu un mal fou à s'arrêter de fumer la cigarette. Donc, il y avait déjà une dépendance physique, physiologique. Mais toute dépendance physiologique est la conséquence d'une dépendance psychique. On compense pour arriver à se soulager de peur, en tout cas de programmation qui nous dérange. Le fait de se mentir à soi-même, le fait d'arriver à continuer à entretenir des conflits intérieurs, nous entraîne forcément à une dépendance. Et comme par hasard, le compagnon, enfin cette personne, la personne qu'elle fréquentait, évidemment, était lui aussi dépendant. Mais dépendant beaucoup plus gravement, puisque apparemment, il fumait un joint de ci de là, et en quelque sorte, il faisait un petit peu ce qui lui plaisait. En fait, il cherchait à satisfaire ses besoins, comme ça, d'une manière assez instinctive. Hein. Voilà. Et donc, on voit combien le fait d'être dans une dépendance psychique nous entraîne à une dépendance physique. Une dépendance donc de drogue, de boissons, par exemple. Tout le monde sait combien un alcoolique, par exemple, a du mal à s'arrêter dans sa dépendance à l'alcool. Et bien souvent, l'alcoolique va vous promettre qu'il va s'arrêter. De même, n'importe quelle personne qui se drogue, ou en tout cas qui est sous l'influence d'une dépendance, vous promettra toujours de s'arrêter. Et finalement, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Car il y a un réel travail sur soi pour arriver à justement se dégager de
d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Donc, voilà, à travers ce cas donc, de cette personne, on voit combien l'être humain a du mal à réaliser combien la plupart de ses comportements sont automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on se croit finalement on croit qu'on contrôle les choses, on croit que finalement on utilise notre intelligence, mais bien souvent nous utilisons notre intelligence poussée par nos peurs, poussée par notre dépendance. Et donc, en fait, quand on réfléchit, quand on analyse, eh bien, on choisit les choses qui nous arrangent. Et donc, du coup, notre décision, le fruit de notre réflexion est faux. C'est-à-dire que c'est comme si un mathématicien choisissait certaines données numériques dans ses variables et qui sont fausses. Il aura beau faire un excellent raisonnement par la suite, il aura beau en quelque sorte utiliser les bonnes équations, si vraiment il ne met pas les bonnes variables, si déjà il se ment sur l'importance de telle ou telle variable, telle ou telle information, s'il se ment à lui-même, si un mathématicien commence les calculs justement en les faussant dès le départ, il pourra faire le raisonnement la démonstration la plus spectaculairement juste. Malgré tout, le résultat sera faux. Eh bien, j'espère qu'à travers cet exemple, j'aurais pu vous faire comprendre un peu plus combien l'élévation de la conscience est quelque chose de primordial. Voilà. C'est ce que je développe le plus possible depuis maintenant plus de 10 ans, après être passé par, bien sûr, toutes les techniques de relaxation, d'auto-hypnose, toutes les techniques de magnétisme, d'action, donc de développement de la pensée créatrice. Il est évident que si nous ne développons pas vraiment une élévation de conscience, si vraiment on ne fait pas ce qu'il faut pour vraiment développer notre propre conscience, et ça c'est pas quelque chose de facile, mais ça demande un entretien régulier et pratiquer correctement pour arriver donc à ce que notre conscience soit plus importante. Car la conscience totale n'existe pas. Ce qui est important, c'est d'arriver donc à avoir une attitude de conscience suffisante pour se rendre compte que eh bien, on se ment bien souvent. Et donc, on aura forcément à ce moment-là le réflexe de vérifier ce que l'on pense, de vérifier, c'est-à-dire chaque chose qu'on se dit, être conscient qu'on est en train de penser des choses qui des fois nous perturbent, mais nous sommes tellement dans l'automatisme qu'on ne se rend même pas compte que nous pensons à longueur de journée des choses qui nous perturbent, en bien ou en mal d'ailleurs, en tout cas des choses qui finalement sont fausses, qui n'ont pas été vérifiées. Donc, à chaque fois que vous pensez, et ça c'est quelque chose évidemment que je développe dans la formation aux 12 règles d'or, la formation Stimuler vos forces de vie, eh bien, je fais en sorte que les participants à cette formation arrivent donc à vérifier ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, et qu'ils s'attachent à la preuve. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est quelque part, paradoxalement, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on se trouve alors, pourtant on a des connaissances énormes, on a une multitude d'informations, on a vraiment tous les outils, et finalement, on ne fait pas grand-chose. On n'est pas plus évolué sur le plan de la conscience que nos ancêtres. Le problème, c'est que maintenant, nous trouvons avec des technologies, nous trouvons dans un monde qui bouge énormément, nous arrivons donc à un niveau de développement donc, des activités tel que si nous n'augmentons pas notre niveau de conscience suffisamment, eh bien nous nous trouvons un peu comme des apprentis sorciers, des personnes qui se trouvent comme un bébé, par exemple, à qui on donnerait une arme à feu, un revolver, entre les mains, il risque d'appuyer sur la gâchette sans s'en rendre compte, et de se tuer, voilà. Et en fait, nous devenons extrêmement dangereux à cause de cela. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter donc une bonne continuation, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer en dessous de la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner, bien sûr. À bientôt.
Bon courage.